Donc je disais, elle a été rédigée en 1920, publiée pour la première fois en mai 2022 dans The Rainbow. Donc allons-y pour Céléphaïs. En rêve, Curanès vit la cité au fond de la vallée, avec la côte qui s'étendait au-delà, le pic neigeux qui dominait la mer et les galères aux couleurs chatoyantes qui sortaient du port pour voguer vers ces lointaines régions où la mer rencontre le ciel. C'est également en rêve qu'il reçut son nom, Curanès, parce qu'éveillé, il l'appelait autrement. Peut-être était-il naturel qu'il se rêvât un nouveau nom, car il était le dernier de sa famille, et seul parmi des millions de Londoniens indifférents, si bien que rares étaient ceux qui s'adressaient à lui pour lui rappeler qui il avait été. Il n'avait plus ni argent ni terre, et n'accordait pas d'importance à la façon dont les gens se comportaient. Il préférait rêver et coucher ses songes par écrit. Comme tous ceux à qui il montrait ses textes sans moquer, il finit par les garder pour lui, et cessa finalement d'écrire. Plus il se retirait du monde, plus ses rêves devenaient merveilleux, et c'est en vain que l'on aurait essayé de les retranscrire. Curanès n'était pas moderne. Il ne pensait pas comme les autres écrivains qui s'efforcent de dépouiller la vie de ses robes brodées de mythes et de montrer dans toute son horrible nudité cette chose répugnante qu'est la réalité. Curanès, lui, ne se souciait que de beauté. Quand l'expérience et la vérité échouèrent à la révéler, il partit la chercher dans l'illusion, dans l'imagination, et la trouva sur le seuil même de sa maison, parmi les souvenirs nébuleux des contes et des rêves d'enfants. Peu de gens savent quelles merveilles les attendent dans les histoires et les visions de leur jeunesse. Car enfants, lorsque nous écoutons et rêvons, nos pensées ne sont qu'à moitié formées. Alors qu'une fois devenus adultes, quand nous essayons de nous les rappeler, le poison de la vie nous a rendus pragmatiques et étroits d'esprit. Pourtant, certains d'entre nous se réveillent la nuit avec d'étranges fantasmes de collines et de jardins enchantés, de fontaines chantant au soleil, de falaises dorées surplombant le murmure des vagues, de plaines descendant vers de somnolentes cités de bronze et de pierre, et de mystérieux groupes de héros galopant sur de blancs destriers caparaçonnés à l'orée des forêts touffues. Nous savons alors que nous avons regardé de l'autre côté de ces portes d'ivoire, donnant sur ce monde de merveilles qui était nôtre avant que nous ne devenions sages et malheureux. Curanès arriva dans l'ancien monde de son enfance de manière très soudaine. Il avait rêvé de la maison où il était né, la grande maison de pierre vêtue de lierre, où 13 générations de ses ancêtres avaient vécu et où il avait espéré mourir. Par un beau clair de lune, il était sorti en catimini dans la nuit d'été parfumée et avait traversé les jardins, descendu les terrasses et longé les grands chênes du parc pour arriver à la longue route blanche conduisant au village. C'était apparemment un très vieux village, aux pourtours aussi rongés que ceux de la lune qui commençaient à décroître. Curanès se demanda si les toits pointus des petites maisons cachaient le sommeil ou la mort. De hautes touffes d'herbe poussaient sur les rues bordées de maisons aux fenêtres cassées ou qui dardaient sur Curanès leurs regards vitreux. Il ne s'y attarda pas, mais poursuivit sa route comme appelé par quelqu'un. Par quelque but, pardon. Il n'osait pas désobéir à cet appel, de crainte qu'il ne se révèle aussi illusoire que les urgences et les aspirations de la vie éveillée, qui ne débouchent sur rien. Puis, il avait été attiré par un chemin qui s'écartait du village pour mener aux falaises. Il était enfin parvenu au précipice, à l'abîme où le village et le monde entier tombent brutalement dans le vide infini sans écho, où même le ciel est vide, privé de la lumière de sa lune lépreuse et des étoiles scrutatrices. C'était la foi qui lui avait fait presser le pas pour s'élever au-dessus du précipice et plonger dans le gouffre où il était descendu en flottant, tout en bas, tout en bas. Il était passé devant des rêves qui n'avaient pas été rêvés, sombres et informes, des sphères faiblement lumineuses, probablement des rêves partiellement rêvés.
et des choses ailées et ricanantes qui paraissaient se moquer des rêveurs de l'univers entier. Puis, une faille avait semblé s'ouvrir dans les ténèbres qui lui faisaient face. Il avait vu la cité dans la vallée. Elle brillait de mille feux, loin, très loin en dessous, dans un paysage de mer et de ciel où une montagne à la cime enneigée se dressait près des côtes. Curanès s'était éveillé à l'instant précis où il contemplait la cité. Ce bref coup d'œil lui avait pourtant permis de savoir qu'il ne pouvait s'agir que de Séléphaïs, de l'autre côté des hautes montagnes tanariennes, dans la vallée d'Out-Nargaï, où son esprit était demeuré toute l'éternité d'une heure, un certain après-midi d'été, il y avait bien longtemps. Il avait échappé à la surveillance de sa nourrice, et alors qu'il regardait les nuages depuis une falaise non loin du village, s'était laissé bercer jusqu'au sommeil par la chaude brise marine. Il avait protesté quand il l'avait découvert, réveillé et ramené à la maison, car à ce moment-là, il s'apprêtait à faire voile, à bord d'une galère d'or, vers ces régions attrayantes où la mer rencontre le ciel. Il se sentait à présent tout aussi contrarié de se réveiller, car il avait rencontré sa fabuleuse cité d'or, après 40 fastidieuses années. Mais 3 nuits plus tard, Curanès retourna à Séléphaïs. Comme précédemment, il rêva d'abord d'un village endormi ou mort, puis de l'abîme au fond duquel il faut descendre en flottant silencieusement. La faille apparut de nouveau. Il contempla les minarets étincelants de la cité, vit les gracieuses galères à l'ancre dans le port bleu, et regarda les ginkgos du mont Aran se balancer dans la brise marine. Mais cette fois, il n'en fut pas repoussé, et comme s'il était doté d'ailes, descendit progressivement vers une colline verdoyante où ses pieds se posèrent doucement dans l'herbe. Aucun doute, il était de retour dans la vallée d'Out-Nargaï et la magnifique cité de Séléphaïs. Curanès marcha au bas de la colline, parmi des herbes odorantes et des fleurs colorées, franchit le torrentueux Naraxa sur le petit pont de bois où il avait gravé son nom bien des années auparavant, puis traversa le bosquet murmurant jusqu'au grand pont de pierre à l'entrée de la cité. Tout était comme au temps jadis. Les murailles de marbre ne s'étaient pas décolorées, et les statues de bronze poli qui les surmontaient n'étaient pas ternies. Curanès comprit alors qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur de voir disparaître ce qu'il avait connu, car même les sentinelles au sommet des remparts n'avaient pas changé. Elles étaient demeurées aussi jeunes que dans son souvenir. Quand il entra dans la cité, franchissant les portes de bronze et marchant sur les pavés d'onyx, marchands et chameliers le saluèrent comme s'il n'était jamais parti. Il en alla de même dans le temple de turquoise de Nas-Hortat, où des prêtres couronnés d'orchidées lui déclarèrent qu'en Out-Nargaï, le temps n'existait pas, et que seule y régnait une jeunesse éternelle. Alors Curanès remonta la rue des Piliers jusqu'à l'enceinte du front de mer, où se rassemblent les marchands, les marins et des hommes étranges venus de ces régions où la mer et le ciel se rejoignent. Il y resta longtemps, contemplant le port étincelant, où des galères venues de lointaines contrées donnaient l'impression de voler sur l'eau, tandis que les vagues scintillaient sous un soleil inconnu. Il contempla aussi le mont Aran, qui s'élevait sous un soleil inconnu, qui s'élevait majestueusement au-dessus du rivage, avec ses premières pentes tapissées de ginkgos ondoyant sous le vent et son sommet blanc qui touchait le ciel. Plus que jamais, Curanès désirait s'embarquer à bord d'une galère pour ces lointaines contrées au sujet desquelles il avait entendu tant de contes étranges. Il partit à la recherche du capitaine, qui avait accepté de l'emmener autrefois. Et il trouva l'homme, Atib, assis sur le même coffre d'épices que jadis. Atib ne semblait pas se rendre compte que de nombreuses années s'étaient écoulées. Ils ramèrent ensemble jusqu'à une galère du port, et après avoir donné des ordres aux rameurs, gagnèrent la houleuse mer sérénérienne qui conduit au ciel. Plusieurs jours durant, ils roulèrent et tanguèrent sur les flots. Puis, ils parvinrent enfin à l'horizon où le ciel et la mer se rejoignent.
La galère ne s'arrêta pas, mais commença au contraire à flotter tranquillement dans le ciel, dans le bleu du ciel, au milieu de cotonneux nuages roses. Loin sous la quille, Curanès pouvait voir d'étranges contrées, fleuves et villes d'une beauté incroyable, nonchalamment étendues sous un soleil dont l'éclat ne paraissait jamais s'atténuer ni disparaître. Au bout d'un certain temps, Atib lui dit que leur voyage touchait à son but. Ils allaient bientôt entrer dans le port de Séranie, la marmoréenne cité rose des nuages, bâtie sur cette côte éthérée, où le vent d'ouest se jette dans le ciel. Mais alors que les plus hautes tours sculptées de la ville commençaient d'apparaître, il y eut un bruit, quelque part dans l'espace, et Curanès se réveilla dans sa mansarde, à Londres. Au cours des longs mois qui suivirent, Curanès chercha en vain la merveilleuse cité de Séléphaïs et ses galères qui voguaient vers le ciel. Ses rêves avaient beau l'emmener dans toutes sortes d'endroits, superbes et inconnus, il n'y rencontrait jamais personne qui pût lui indiquer la route d'Outnargaï, par-delà les montagnes tanariennes. Une nuit, il survola de sombres montagnes émaillées, de loin en loin, par la lueur falote des feux de camp isolés, où se voyaient d'étranges troupeaux de bêtes à longs poils, dont les chefs portaient des clochettes tintinabulantes. Dans la partie la plus sauvage de ce pays montagneux, si éloigné de tout que très peu d'hommes avaient dû la voir, il découvrit une muraille affreusement ancienne, une sorte de chaussée de pierre zigzagant sur les crêtes et au fond des vallées. Cet édifice trop gigantesque pour que des mains humaines aient pu l'élever était si long qu'on ne pouvait en voir aucune extrémité. De l'autre côté de cette muraille, dans l'aube grise, il arriva dans un pays d'étranges jardins et de cerisiers. Quand le soleil se leva, il contempla une telle magnificence de fleurs rouges et blanches, de feuilles vertes et de pelouses, que de petits chemins blancs, des ruisseaux cristallins, des lacs bleus et des ponts sculptés et de pagodes à toits rouges que, saisi par l'extase, il en oublia un instant Séléphaïs. Mais il se la remémora dès qu'il descendit un petit chemin blanc qui menait à une pagode à toit rouge. Il aurait bien demandé aux habitants de cette contrée la route de Séléphaïs, mais il s'était rendu compte qu'il n'y avait personne en ce lieu, seulement des oiseaux, des abeilles et des papillons. Une autre nuit, Curanès gravit un escalier de pierre humide qui montait en colimaçon. Au bout d'une éternité, il arriva à la fenêtre d'une tour qui dominait une plaine immense où coulait un fleuve éclairé par la lune. Dans la ville silencieuse qui s'étendait de part et d'autre du fleuve, il crut reconnaître quelques détails ou éléments topographiques qu'il avait vus avant. Il était sur le point de descendre s'enquérir du chemin d'Outnargaï lorsqu'une aurore effrayante surgit à l'horizon pour dévoiler les ruines et l'extrême ancienneté de la cité, les eaux mortes du fleuve infestées de roseaux, et la mort qui s'était abattue sur cette contrée depuis que le roi Kinaratolis, de retour de ses conquêtes, était rentré chez lui pour y subir la vengeance des dieux. C'est ainsi que Curanès chercha en vain la merveilleuse cité de Séléphaïs et ses galères qui faisaient voile dans le ciel jusqu'à Séranie. Ce qui ne l'empêcha pas de voir moult merveilles et même une fois d'échapper de justesse à l'archiprêtre qu'il ne faut pas décrire, dont le visage est dissimulé par un masque de soie jaune et qui vit seul, dans un monastère de pierre préhistorique, sur le froid plateau désertique de Leng. Au fil du temps, Curanès trouva tellement insupportables les tristes intervalles de jour qu'il se mit à acheter des drogues pour accroître ses périodes de sommeil. Le haschisch l'aida énormément, et l'envoya même une fois dans un coin de l'espace où la forme n'existait pas, et où des gaz brillants étudiaient les plus profonds secrets de l'existence. Là, un gaz de couleur violette lui dit que cette partie de l'espace s'étendait au dehors de ce que Curanès appelait l'infini. Jusqu'à présent, le gaz n'avait jamais entendu parler de planète ni d'organisme, mais reconnut en Curanès l'une de ces créatures appartenant à cette sorte d'infinité où la matière, l'énergie et la gravité existent. Curanès était maintenant si impatient de revenir à sa Séléphaïs, piqueté de minarets, qu'il augmenta sa dose de drogue. Jusqu'à ce que, se retrouvant sans le sou,
Il ne plut plus s'en acheter. Alors, un jour d'été, il fut expulsé de sa mansarde et se mit à errer dans les rues, sans but précis. Après avoir franchi un pont, il arriva dans un endroit où les maisons se faisaient de plus en plus rares, et c'est là que tout s'accomplit. Là qu'il croisa la route du cortège de chevaliers venus de Séléfaïs pour l'y ramener à tout jamais. C'étaient de magnifiques chevaliers, montés sur des chevaux rouants, revêtus d'armures étincelantes et portant des tabards de fil d'or décorés de curieux blasons. Ils étaient si nombreux que Curanès les prit pour une armée. Mais ils avaient été envoyés en son honneur, puisque c'est lui qui, dans ses rêves, avait créé Loutnargaï. Ce qui lui valait d'en être maintenant nommé, et jusqu'à la fin des temps, leur Seigneur et Dieu. Ils lui donnèrent un cheval et le placèrent à la tête de la cavalcade. Puis, tous galopèrent majestueusement dans les plaines du Surrey, jusqu'à la région où Curanès et ses ancêtres étaient nés. C'était très étrange, mais on aurait dit qu'au fur et à mesure de leur chevauchée, les cavaliers remontaient le temps. Chaque fois qu'ils traversaient un paysage, au crépuscule, ils ne voyaient que ces sortes de maisons et de villageois que des gens comme Chaucer ou ses aïeux avaient pu connaître. Il leur arriva même de croiser des chevaliers accompagnés de leur suite. À la tombée de la nuit, ils voyageaient si rapidement qu'ils paraissaient voler mystérieusement, comme dans les airs. Une aube pâle se levait lorsqu'ils atteignirent un village que Curanès avait vu vivant dans son enfance et endormi ou mort dans ses rêves. Il était à présent plein de vie. Des villageois matinaux leur firent la révérence lorsqu'ils traversèrent ces rues à grand fracas, avant de disparaître sur la route menant à l'abîme des rêves. Curanès n'avait plongé dans cet abîme que la nuit, et il se demanda à quoi il ressemblerait le jour. Aussi regarda-t-il anxieusement la colonne s'approcher du bord. Alors qu'il remontait au grand galop la pente qui conduisait au précipice, une lueur dorée s'éleva quelque part à l'ouest et jeta sur le paysage un voile de rayons éclatants. L'abîme était un bouillonnant chaos de splendeurs rosées et céruléennes, et des voix invisibles chantèrent avec allégresse lorsque le cortège de chevaliers plongea au-dessus du bord et descendit gracieusement, flottant devant des nuages étincelants et des lueurs argentées. Les cavaliers descendirent doucement, pendant une éternité, leurs montures galopant sur les terres comme sur des sables dorés. Puis, les vapeurs scintillantes s'ouvrirent pour révéler une plus grande lumière, la lumière de la cité de Séléfaïs, avec la côte qui s'étendait au-delà, le pic neigeux qui dominait la mer, et les galères aux couleurs chatoyantes qui sortaient du port pour s'en aller vers ces lointaines régions où la mer rencontre le ciel. Alors, Curanès régna sur Loutnargaï, et toutes les régions des rêves avoisinantes, tenant sa cour alternativement à Séléfaïs et à Séranie, parée de nuages. Il y règne encore, et y régnera éternellement dans la joie, même si, au pied des falaises d'Innsmouth, le ressac joue cruellement avec le corps d'un clochard, qui, à l'aube, a traversé d'un pas traînant le village à moitié désert, joue cruellement avec ce corps qu'il envoie sur les rochers, dominés par les Trevor Towers, ces tours recouvertes de lierre, où un brasseur riche à millions, dont la corpulence n'a d'égal que son caractère déplaisant, pousse des soupirs d'aise au sein des murs qu'il s'est achetés, ceux d'une noble famille à présent disparue.